si on est... Déjà, merci à vous d'être venus. Donc, on va parler de comment maintenir un système critique avec une haute disponibilité sur le cloud. Tout d'abord, je me présente, je suis Aurélien Marie. Ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Thales. Thales, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe qui est réparti dans 56 pays, qui est représenté par plus de 60 000 collaborateurs et qui se divise dans des domaines qui sont l'aéronautique, l'aérospatial, le transport terrestre, la sécurité et la défense. Donc c'est quand même très varié et très divers. Mais c'est surtout un groupe qui a su opérer sa transformation digitale et qui maintenant essaye d'être un grand acteur de ce domaine en se portant sur des solutions qui existaient déjà, donc notamment en acquérant de compagnies orientées sur le big data et la protection des données, un projet d'acquisition de Gemalto qui est en cours, et une création de la Digital Factory, l'incubation des startups de la station F à Paris, et aussi l'ouverture d'un hub d'intelligence artificielle. Moi, là-dedans, on va plutôt se situer dans la cybersécurité, et pour ma part, personnellement, plutôt dans le build, et tout ce qui va être l'orientation vers le cloud et le DevOps. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va rapidement faire un premier petit contexte. On va se baser ensuite sur les enquêtes de la CNCF pour fixer un cadre plus technologique. On va parler de disaster recovery et de reprise d'activité. Et ensuite, on va faire un cas simple d'une reprise d'activité. Donc, un système critique qui demande une haute disponibilité, c'est un système qui a notamment de forts enjeux, qui peuvent se retrouver dans des organismes à intérêt vitaux, tels que les banques, les télécoms. Pardon. Et si ces systèmes tombent, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour certaines personnes. La haute disponibilité, elle, il faut notamment qu'elle s'appuie sur des infrastructures qui ont déjà un certain SLA pour pouvoir permettre à votre système d'avoir un temps de réponse assez correct et surtout être disponible longtemps et souvent. On a cette magnifique phrase, chaque compagnie est une compagnie de logiciels. Elle a été très joliment formulée par le CEO de Microsoft qui s'appelait, je triche un peu, Satya Nadella. Pardon. Donc le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de digitalisation, d'informations qui va de plus en plus vite. Donc chaque compagnie va avoir besoin de s'appuyer sur des nouvelles technologies et pouvoir aller plus loin pour pouvoir porter son business. Donc, à un moment, chacun va se dire « c'est critique pour moi ». Donc, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus critique pour des banques, des télécoms, mais pas forcément pour quelqu'un qui a juste un WordPress. Ça reste quand même des systèmes qui vont aller de plus en plus vers le cloud et s'orienter vers des technologies émergentes. Donc pourquoi je parlais de la CNCF? Pour ceux qui ne le savent pas, la Cloud Native Computing Foundation est une fondation qui se base notamment sur l'open source, autour du cloud, pour essayer de rendre un cloud natif beaucoup plus universel et beaucoup plus maintenable. Ils ont donc des rapports biannuels qui font auprès de milliers d'entreprises. Je crois qu'ils sont plus de 5000 entreprises à répondre à ces questionnaires. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de voir l'évolution des technologies qu'on a au fur et à mesure dans le cloud et surtout des acteurs qui vont utiliser ces technologies. Si vous êtes baladé un peu sur leur site, peut-être que vous avez vu ce landscape qui est très intéressant. Vous avez par domaine donc fonctionnel tous les projets qui sont répertoriés par la CNCF. Si vous faites un petit tour, vous pourrez éventuellement filtrer et voir ceux qui sont directement sous la gouvernance de la CNCF, ceux qui sont en incubation ou alors ceux qui sont certifiés. Je pense que ça va être les projets qui vont vous intéresser le plus. Être certifié CNCF, c'est quand même une certaine marque de reconnaissance. Dans le dernier rapport, qu'est-ce qu'on a pu constater? Il y a donc, je ne sais pas si dans le fond vous arrivez à bien voir,
Les petites barres de gauche représentent mars 2016, la barre de droite, juillet 2018. On remarque qu'en production, on a une forte croissance sur les 2 dernières années, et c'est la même chose pour l'utilisation de Kubernetes. C'est aussi le but de la CNCF, elle va essayer de promouvoir l'utilisation des conteneurs et aussi de pouvoir rendre le développement plus facile et plus rapide à toutes les entreprises et donc faciliter votre vie. Là, on va se servir de ça pour fixer un cadre, surtout technologique. Donc on a le grand contexte de votre application critique. Maintenant, on va supposer qu'elle va tourner sur Kubernetes, peut-être pas en production, juste par curiosité, combien d'entre vous, à main levée, ont une application dans le cloud? Combien? Gardez la main levée si c'est en production. C'est déjà pas mal. Donc quasiment tous ceux qui ont fait le pas d'aller dans le cloud en sont arrivés à la production. C'est quelque chose qui, malheureusement, aujourd'hui, est quand même difficile pour certaines entreprises qui sont réticentes de par la gestion des données ou la sécurité, qui restent des questions obscures pour ces entreprises. Toutefois, on remarque que la production, que l'utilisation des projets CNCF, depuis décembre, donc en 6 mois, a augmenté de 200%. Et il y a 300% de projets en plus qui sont estimés à aller en production. Donc là, quand on parle de CNCF, des projets CNCF, on ne parle pas que de Kubernetes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un très large panel et c'est assez vague. On a une augmentation depuis décembre du sujet que je pense ça va faire un an et demi que tout le monde entend parler, le serverless, qui se démocratise avec quand même une grosse part, il me semble 70% des entreprises utilisent Lambda de AWS. Ça commence à se démocratiser, vous avez encore des solutions natives telles que Kubeless qui peuvent s'utiliser directement sur des clusters Kubernetes qui vous permettent en fait de garder le côté cloud agnostique, qui est aussi un début de la CNCF, de vous permettre d'avoir une couche d'attraction en plus et donc d'éviter le vendor locking qui est aussi craint par beaucoup de compagnies. Justement, on retrouve chez ces compagnies 40% d'entre elles qui utilisent Kubernetes en production, ce qui est déjà un grand pas. Donc, si on veut résumer, on va avoir des déploiements plus rapides, une scalabilité améliorée, et du coup, on a cette portabilité d'un vendor à un autre. Le disaster recovery maintenant, qu'on va en parler. Juste pour savoir, pour vous, c'est quoi un disaster recovery? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de CodeSpace? Quand on va parler de disaster recovery, en général, les gens vont parler d'un service managé qui est tombé, d'une perte de région, de catastrophes naturelles. Si vous avez sur Wikipédia une liste des outages d'AWS, si vous regardez, ils ont perdu la région de Sydney une fois pour des tempêtes. Donc c'est totalement naturel, c'est pas leur faute, ça arrive. Mais pourquoi je vous parlais de CodeSpace? C'est l'entreprise qui a peut-être manqué d'imagination dans la définition d'un disaster recovery. Ce qui leur est arrivé, c'est que un hacker a tout simplement réussi à prendre le contrôle de leur console AWS, leur a demandé une rançon. Eux, pendant ce temps-là, ils ont essayé de récupérer. Le hacker a dit « moi, je ne suis pas d'accord ». Il a commencé à détruire tous les volumes, tous les backups, absolument tout. Quand ils ont réussi à avoir de nouveau le contrôle sur leur dashboard, ils avaient absolument tout perdu. Le site a fermé depuis. Il y a énormément d'articles qui parlent de cette entreprise. C'est assez intéressant à lire. Donc, je pense que la seule limite au désastre que vous pouvez définir, c'est votre imagination. Si vous arrivez à aller assez loin, à poser le problème et essayer de trouver une solution, ça peut arriver. Je vous rappelle juste la loi de Murphy. Si un jour ça peut mal se passer, ça va mal se passer. Il faut en être conscient. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez pour votre système? Vous allez avoir d'infrastructures, donc de volume, d'instances, de réseaux, de sous-réseaux, et donc tout ce qui va pouvoir porter, être essentiel.
Donc, vos architectes ils vont définir votre infrastructure qui pourrait ressembler à ça éventuellement. Si on a 2 bases de données, quelques instances et 2 load balancers, ça peut être facile de maintenir ça à la main. Par contre, quand vous avez ça, on a tout de suite un peu plus peur. On se dit comment je vais gérer ça? Comment je peux les répliquer? C'est à ce moment-là que intervient l'infrastructure as code. Si vous utilisez Kubernetes déjà, vous avez l'habitude de YAML, et donc de définir vos applications, vos répliques assets, vos load balancers, vos ingress. Mais vous avez aussi donc Terraform notamment qui peut aider, CloudFormation, Ansible pour l'automatisation des infrastructures. Tout ça va vous permettre éventuellement de gagner du temps sur la réparation. Si vous n'arrivez pas à réparer, on enlève et on reconstruit. Ou alors de dupliquer, d'utiliser des petits modules. Sûrement dans vos architectures, vous allez avoir des petits bouts qui se répliquent. Et une fois que vous avez ça, changer de région, ça peut être assez simple, ce qui peut vous permettre éventuellement de réduire le time to recovery, qui va être très important dans votre prise d'activité pour votre business. Mais surtout, on va pouvoir aussi, par rapport au gestionnaire de version de votre code, avoir un historique et voir l'évolution de votre infrastructure et de votre architecture. On va pouvoir aussi du coup mesurer la différence qu'il y a entre ce que vous voulez et ce que vous avez eu. Si vous avez déclaré des choses à la main, c'est pas grave. Vous pouvez toujours les répertorier après dans votre code. Et donc, vous aurez toujours un état au fur et à mesure qui sera constant et consistant. Donc maintenant, on peut éteindre et rallumer certaines parties. Encore faut-il savoir quand le faire. Pour ça, il y a une grande partie du DevOps qui se tourne autour du monitoring qui est très importante. Donc, il vous faut une visibilité sur éventuellement toutes vos infrastructures, mais aussi sur vos applications. C'est-à-dire que sur chaque cloud provider que vous allez avoir, eux vont définir des métriques, vont vous fournir des métriques sur vos machines, vos réseaux, sur qu'est-ce qui se passe, mais des fois, votre application elle a besoin de scaler un peu plus pour pouvoir répondre à une charge. Donc là, c'est là qu'intervient vos métriques fonctionnelles dont vous allez avoir besoin. Et un des standards qu'on retrouve aujourd'hui, c'est Prometheus. Prometheus, lui, contient aussi un alert manager. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on doit réparer quelque chose, ou alors que quelque chose va mal se passer. Sauf que vous allez avoir plein de métriques, c'est magnifique, mais vous allez peut-être être un peu perdu au début. C'est pas grave, on va tous se tromper au début. On n'aura pas les bonnes métriques, on n'aura pas les bons seuils. C'est quelque chose qui est un travail constant. On va revenir dessus, on va refaire une passe. Ça va être un travail de longue haleine. Mais une fois que vous avez ça, vous êtes déjà un peu plus prompt à réagir à des incidents. Quand vous avez plusieurs systèmes, vous pouvez utiliser la fédération de Prometheus. Donc là, ce que je vous présente, c'est une application qu'on a fait pour un client qui, après, est directement fédéré avec un Prometheus d'un de nos sites qui utilise un logiciel fait par nous pour créer des tickets, gérer les alertes. Et donc, ce modèle, en fait, vous pouvez totalement le répliquer entre différents projets, pas forcément sur le cloud, mais aussi on-premise. Et donc, vous allez pouvoir centraliser en fait la gestion de vos alertes et du coup de vos tickets aussi. Comme ça, ça peut vous permettre d'avoir une équipe dédiée à ça. Eux seront en fait la première ligne de défense. Ils vont avoir une alerte, ils seront prompts à réaliser une procédure que, bien évidemment, il faudra leur donner. Mais s'ils n'y arrivent pas, ils pourront vous appeler quand même. Ce n'est pas un problème. C'est le feu, ça se passe mal. On a l'infrastructure as code, on peut tout remonter. Par contre, il nous manque les données quand même. On sait que les données, comme aujourd'hui, sont quelque chose d'assez essentiel, et pas que pour l'utilisateur final, mais pour vous aussi. Si vous regardez Google, Facebook ou tous les géants du web aujourd'hui, utilisent énormément de données.
pour en tirer des statistiques d'utilisation, essayer de trouver des nouveaux services, essayer d'avoir une valeur ajoutée pour pouvoir créer un nouveau produit. Donc ça fait partie de l'innovation, ça fait partie de l'ADN d'une entreprise. Mais c'est aussi ce que vos utilisateurs finaux vont utiliser. Donc sans données, vous êtes un peu perdu. Donc il faut à ce moment-là mettre en place une gestion de backup et pouvoir les avoir de manière assez périodique, assez rapide, et éventuellement les répliquer ailleurs pour pouvoir gérer la perte de toutes vos données ou de toute une région. Alors ce petit schéma, pour ceux qui ne sont pas allés sur AWS, c'est une step function. C'est une machine à état qui va pouvoir appeler du serverless, soit sinon faire des petites opérations. Ça, c'est le schéma final que je vous présente. On l'a fait évoluer vraiment, tout simplement parce que les solutions de backup que vous proposent les cloud providers sont des fois limitées. Donc nous, on a fonctionné sur un système de tag. On taguait nos volumes et on disait, bon, je vais aller faire un snapshot de tous ces volumes. Donc cette machine à état est appelée périodiquement par un event. Et un jour, on a rajouté un sixième tag, un sixième volume. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on n'avait pas regardé suffisamment la doc. Le AWS ne vous permet de copier simultanément d'une région à une autre que 5 snapshots. Donc là, on a fait évoluer, on attend. Et donc là, on est arrivé en fait à un mécanisme qui est assez intéressant. Mais le problème, c'est qu'il faut connaître effectivement les limites de votre cloud provider. Donc, je vous ai parlé d'AWS, mais chacun a ses propres caractéristiques. Que ça soit donc pour les snapshots ou pour les autres limites. Ce qui est intéressant avec les snapshots, donc tout à l'heure je parlais de quelque chose d'assez périodique et de rapide. Les snapshots sont incrémentaux. C'est-à-dire que si pendant 1 heure vous avez juste 2 lignes qui ont changé, il n'y aura que ces changements-là, et donc votre snapshot il sera fait en quelques secondes. C'est assez intéressant. Maintenant, on va faire un study case. Ça va être simple. J'avais un technical leader qui nous disait toujours keep it simple. Il y a 2 semaines, j'ai entendu keep it simple and stupid. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pourquoi je fais rester très simple? Ça peut vous paraître un peu bateau, mais je suis sûr que je parle avec chacun d'entre vous après. Vous allez tous me dire, mais moi, chacun a quand même une exception, une spécialité. Donc, on avait un très beau système sur une région, sauf que cette région est perdue. Si vous regardez, c'est déjà donc arrivé, c'est possible. C'est peut-être le worst case scénario. Donc, grâce à l'infrastructure as code, on va pouvoir du coup remonter toutes nos machines et donc l'infrastructure. On avait les données qui étaient répliquées sur cette région, ce qui va nous permettre de relancer Kubernetes, de restaurer les backups. On en revient pratiquement à un état initial. Restent encore quelques petits détails qui sont donc éventuellement de mettre à jour des certificats, des YAML. Ça peut paraître très simple sur le papier, mais ça peut prendre quelques heures quand même. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est très beau de faire des disaster recovery, des plans de reprise. Encore faut-il les tester. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous en ont sur le papier, mais si vous ne les avez pas testés, ça ne sert à rien, malheureusement. Dans l'idée, vu à la vitesse à laquelle les technologies évoluent et le cloud évolue, on pourrait penser éventuellement le faire tous les 6 mois, voire tous les 3 mois, selon la criticité de vos systèmes. Comme je vous ai dit, je vous en avais gardé ça très simple, mais si on essaye d'aller un peu plus loin, vous avez chacun des étapes de développement qui sont totalement différentes. Donc on va d'abord développer, on va vouloir tester sur un premier cluster. Ce cluster, en fait,
il va contenir donc que des phases de test. Le deuxième, il va contenir que de la production. Comme ça, votre production est isolée, elle va peut-être se porter mieux. Et de l'autre côté, votre cluster de test, lui, devrait être ISO à votre production. Ça vous permet, de tester votre code et de tester votre infrastructure. Mettons qu'on ait répliqué les backups sur la région B. Le jour où vous perdez la région A, en fait, vous avez le cluster avec des namespaces Kubernetes dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez les écraser, remonter votre production avec les backups. La base de données, vous pouvez la garder éventuellement. Juste remonter les données. Ça peut déjà faciliter vos étapes. Encore une fois, c'est quelque chose à laquelle on n'aurait pas pensé. Pourquoi on mettrait une deuxième région? C'est juste un manque de créativité. Tout comme on a manqué de créativité pour penser à tous les disasters qui peuvent arriver, il faut aussi faire preuve d'imagination pour les disaster recovery. À ce moment-là, ça peut éventuellement simplifier la tâche. Donc, on peut comprendre que c'est quelque chose qui peut être assez challenging, mais tout ça peut être pris en amont, dès le début du projet, par votre équipe de DevOps, par vos équipes DevOps, enfin c'est peut-être vous. C'est aujourd'hui la nature de notre travail de pouvoir évaluer, de faire de la veille technologique et surtout de pouvoir comprendre à quelle vitesse tout va pouvoir évoluer et pouvoir répondre aussi aux incidents les plus improbables. Merci.